C'est bon? Allez, c'est parti. Alors on va commencer. Je m'appelle Mathias Janson et je suis en charge de l'activité grande consommation chez June Marketing. Et moi, c'est Agathe, je suis market analyst chez June Marketing également. June Marketing, c'est une agence d'accompagnement au marketing qui rassemble différentes expertises, les études qualitatives, les études quantitatives, l'accompagnement d'innovation et le planning stratégique. On s'appelait MSN, pour ceux qui connaissent par le passé. Voilà. Et la réflexion qu'on va vous présenter aujourd'hui, en fait, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui nous l'ont inspiré. On les rencontre tous les jours dans le cadre des études consommateurs qu'on conduit, et on a vu leur attitude fortement évoluer ces derniers temps. Et ce qu'on a eu envie de faire avec Mathias, c'était de justement mieux comprendre ce qui explique ces changements dans leur attitude, et en fait, quels en sont les enjeux et les perspectives. Alors, vous avez la possibilité de poser des questions, bien sûr. On vous propose de les poster sur le chat et puis on gardera un temps à la fin de cette session pour y répondre. Alors, avant de commencer, Mathias, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, on va parler de la défiance des consommateurs, de cette crise de confiance des consommateurs qu'on observe sur un petit peu tous les secteurs. Donc, on va s'appuyer sur des exemples qui sont plutôt food, grande consommation, alimentaire notamment, bon, parce que à titre personnel, je travaille pas mal sur ces sujets-là, mais il y a la grande majorité des enseignements qui sont extensibles aux autres secteurs. Donc voilà, en gros, le thème, c'est la perte de confiance des consommateurs, qui est un sujet d'actualité qui fait peur un petit peu à nos clients en ce moment. Ils se posent beaucoup de questions parce qu'ils voient leurs indicateurs de confiance s'éroder chroniquement depuis plusieurs années. Et on les sent un petit peu désemparés, ils ont le sentiment que quelque chose s'est cassé avec les consommateurs. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise de confiance, elle n'est pas vis-à-vis de telle ou telle marque, c'est une crise de confiance systémique de l'ensemble du système de production, de distribution et de consommation de masse. C'est l'ensemble du système qui est touché, donc une crise structurelle, une crise durable, installée probablement. Mais bon, Mathias, peut-être que les indicateurs de confiance s'érodent, comme tu dis, on s'en fiche un peu, non? Du moment que ça vend, du moment que le business est là. Alors oui, c'est vrai, mais dis-toi bien que l'impact sur le business commence à se ressentir, du moins en 2018, selon certaines informations relayées dans la presse, notamment les Échos, il y a quelques semaines. En 2018, les produits de bien grande consommation ont connu une décroissance de moins 0,8% en volume. Et selon nous, ça s'explique notamment par cette crise de confiance. Alors, ok, c'est un peu inquiétant, mais alors dis-moi, Mathias, tu ne crois pas qu'on fasse déprimer un peu tout le monde avec notre webinaire là? C'est pas l'idée. Alors, en fait, moi je trouve que c'est plutôt excitant cette situation. Le modèle tremble sur ses bases, c'est le moment où jamais de le réinventer en fait. De façon assez naturelle, tu vois, quand un système établi est remis en cause, il y a pas mal de chamboulements. Alors oui, certes, ça peut être un peu douloureux à certains égards, mais c'est aussi dans ces périodes-là de transition, qu'il y a des opportunités qui se créent. Regarde, aujourd'hui, il y a plein de nouveaux acteurs qui émergent et qui proposent justement de nouveaux modèles de production, de distribution ou de consommation. Et ça, tu vois, ça permet de regagner un peu la confiance des consommateurs. Donc c'est ce qu'on va vous proposer de voir durant ce webinaire. D'abord, on va poser un diagnostic pour vous aider à comprendre comment cette crise de confiance est devenue systémique, comment on est arrivé là. Et puis on vous présentera aussi différents axes de réflexion justement pour tisser, voire retisser la confiance avec les consommateurs. Et puis enfin, comme cette crise est systémique, eh bien, nous vous présenterons différents modèles, différents systèmes alternatifs qui se mettent en place aujourd'hui et qui permettent de réinventer la relation avec les consommateurs. Alors, dans un premier temps, Mathias, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment on en est arrivé là, à cette crise de confiance systémique? Mais bien sûr, volontiers. Alors, on va prendre un petit peu de recul, quitte à schématiser un petit peu, mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là. En fait, l'industrialisation de la production, elle s'est mise en place après-guerre dans un contexte de forte croissance où le pouvoir d'achat des ménages était en hausse, où il y avait aussi en parallèle la grande distribution qui se développait. On était dans une période dite moderne, c'est-à-dire qu'on croyait que demain allait être mieux qu'aujourd'hui. On avait la croyance que le progrès technique allait engendrer du progrès social et que tout ça, ça allait apporter de la prospérité et une vie meilleure. Et de fait, l'industrialisation de la production, notamment agroalimentaire, a permis de faire des vrais progrès. La sécurisation sanitaire, par exemple, qui a entraîné une chute de la mortalité infantile. On a commencé à vivre de plus en plus longtemps, on a vu un accroissement de la population, on a vu une augmentation de la taille des individus parce qu'on mangeait mieux, plus diversifié,
Donc tout ça a été très positif. Oui, donc en fait, avec l'industrialisation de la production, si je comprends bien, on mangeait mieux, on vivait mieux, mais aussi on se faisait plaisir, non? Ah oui, c'est une période effectivement marquée par la libération du plaisir. On s'est affranchi des notions judéo-chrétiennes de tempérance, de culpabilité dans le plaisir. Et donc les consommateurs étaient conquis par tout ce qui pouvait leur faciliter la vie, notamment les produits jetables, hyper pratiques. Je dis ça parce que c'est à cette époque que le plastique, pas cher, résistant, léger, s'est imposé dans nos vies, dans cette société de consommation. Alors dis-moi, Mathias, c'est quand que le tableau a commencé un peu à se ternir? En fait, il n'y a pas eu vraiment de raison de remettre en cause ce modèle jusque dans les années 90. À part des critiques idéologiques ou politiques, personne ne le remettait vraiment en cause. Et puis là, dans les années 90, peu à peu, les autorités sanitaires ont commencé à alerter sur des problèmes de santé publique, d'obésité, de maladies cardiovasculaires. Et puis en 1996, il y a eu quand même le traumatisme de la crise de la vache folle, qui a inauguré une longue série de scandales alimentaires qui ne s'est jamais vraiment tari depuis. Et puis par la suite, on a pris conscience de plus en plus de l'impact sur le bien-être animal et sur l'environnement de notre modèle de consommation. Alors attends, dis-moi, ça ne va pas être très facile pour un consommateur de se rendre compte qu'au final, il a profité toute sa vie d'un système qui a apparemment tous les torts, non? Effectivement, c'est pas facile et le choc est d'autant plus rude que le consommateur, il comprend qu'il a plus ou moins fermé les yeux volontairement sur cet état de fait. C'est ce qu'on appelle en psychologie le retour du refoulé, c'est-à-dire la prise de conscience après une phase de déni. Et ça peut être, sur le plan émotionnel, assez violent. Donc en fait, d'où une certaine radicalité dans le changement d'attitude des consommateurs qu'on a un peu observé. Ouais. En fait, leur attitude, elle est parfois assez peu rationnelle quand on aborde le sujet. C'est vrai. Et puis tu sais, tout à l'heure on parlait d'une ère moderne où on croyait que demain serait mieux qu'aujourd'hui. Bon, l'espérance dans le progrès, elle est aujourd'hui remise en cause, remise en question dans un contexte de crise de sens généralisée. Les grandes idéologies étant mortes, le modèle dominant de la société de consommation ne porte plus le rêve d'un monde meilleur. Et il y a des faits tangibles qui sont reliés à cela. L'espérance de vie stagne. On meurt aujourd'hui davantage de surnutrition que de sous-nutrition. Les cancers se multiplient. L'avenir écologique fait peur. Les consommateurs se plaignent en parallèle d'un déficit de qualité des fruits et légumes, par exemple, sans saveur, etc., de présence d'additifs dans l'alimentaire, de l'omniprésence du plastique, etc. Donc, oui, ils deviennent de plus en plus critiques vis-à-vis du système, et ils ont plus que jamais l'idée que c'était mieux avant, pour le coup. Alors attends, tu es en train de me dire que ce qui fait rêver aujourd'hui, c'est le passé et pas le futur. Ça ? Un peu. C'est pas très constructif tout ça. Non, c'est pas très constructif. Et puis, d'autant que ces 2 dernières années, les choses se sont accélérées. La presse et les associations ont pris l'industrie agroalimentaire en ligne de mire. Ils lui cherchent des coups dans la tête et ils en trouvent. Et donc, les scandales se multiplient. Et donc, tout ça s'inscrit dans un contexte en plus où la surinformation est là. On a des données à traiter toute la journée sur son téléphone, avec des données qui sont souvent contradictoires, des chiffres qu'on nous donne qui nous disent A un jour et que le lendemain ils nous disent B. Donc ces données soi-disant scientifiques qui font que finalement les gens ne savent pas trop qui croire, que croire. Et ils sont du coup dans une attitude presque un petit peu complotiste. Ils se mettent à douter de tout. Et ils soupçonnent les marques et les industriels de mentir a priori. Donc en fait, on a des consommateurs qui sont d'un côté plus que jamais surinformés, mais au final plus que jamais soupçonneux, c'est ça ? C'est ça. Et plus que jamais mobilisés aussi, puisque face à un système agro-industriel accusé de tous les maux, les consommateurs se fédèrent ensemble dans des initiatives militantes, citoyennes, sur le web. La digitalisation du monde a accéléré la critique du modèle dominant, puisqu'on a davantage accès à l'information sur les conditions de production, et elle permet aussi à des mouvements de voir le jour et de rencontrer une caisse de résonance hyper importante sur les réseaux sociaux. Je te citerai quelques exemples récents. Le lundi vert, qui s'est mis en place il y a quelques semaines, on nous propose de remplacer la viande et le poisson, ou alors le février sans supermarché, qui en était à sa 2e édition cette année, et qui a rencontré beaucoup plus de succès que l'année dernière. Quelque chose qui est peut-être qui va peut-être croître encore dans les années qui viennent. Non, mais je fais le lundi vert. Ah, tu fais le lundi vert. Ouais. Et alors, c'est bien ? Faut aimer les œufs, mais sinon ça va. Et t'es content d'en parler, là, j'imagine ? Je suis ravie d'en parler parce que je suis sûre que notre audience se fera une haute idée de ma personne, tu vois.
En tout cas, on voit ici qu'on a un consommateur qui est devenu fort, qui a confiance en lui, qui est galvanisé par le collectif, et puis surtout qui est prêt à une certaine forme de renoncement pour contourner le système. Il est prêt à renoncer à son plaisir, à son confort, pour gagner ce bénéfice émotionnel, moral, très fort, le sentiment de faire le bien en consommant autrement. Donc le consommateur a un peu repris l'initiative dans la relation et est en mesure d'imposer le changement aux industriels. C'est vrai, d'ailleurs aujourd'hui, les attentes des consommateurs évoluent beaucoup plus vite que l'offre. En fait, il y a encore 2 ans, on voyait encore les marques alimentaires s'échiner à proposer des concepts, disons, un peu anecdotiques parfois, pour générer l'intérêt des consommateurs qui étaient reçus et satisfaits. Et ces derniers temps, en fait, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui ont pris de l'avance, avec des attentes renouvelées que l'industrie agroalimentaire parfois a du mal à satisfaire pleinement. Ouais, et ça, c'est pas que l'apanage d'un petit cercle de bobos parisiens, comme souvent nos clients le pressentent. En fait, ça devient vraiment mainstream, et on voit très bien quand on va en province faire des petits groupes. Ça concerne toutes les catégories sociales, toutes les catégories d'âge, et voilà. Alors attends, j'imagine quand même que les industriels doivent réagir. Ils doivent bien essayer de trouver des solutions, des façons d'améliorer leur façon de faire, et de montrer pas de blanche, non? Alors oui, les industriels réagissent, bien sûr, mais le problème, c'est que les solutions qui se mettent en place sont souvent perçues, a priori, par les consommateurs comme des fausses solutions qui ne font que déplacer le problème. Je prends l'exemple du développement du bio, par exemple, où voilà, en gros, les industriels ont dit, voilà, vous les consommateurs, vous vous posez des questions sur l'impact environnemental de la production, ben moi je vous propose des produits bio, donc sans pesticides, ça pollue moins, etc. Mais le problème, c'est que les consommateurs, maintenant, sont informés que ces produits bio, parfois, on les fait venir de l'autre bout du monde avec le bilan carbone qu'on imagine, ou alors qu'ils sont suremballés dans du plastique, et donc c'est pas du tout cohérent dans la démarche. Ou encore, quand les industriels disent eh bien, vous avez peur pour votre santé, on va vous enlever le sucre dans nos formules. Les consommateurs soupçonnent a priori qu'on remplace le sucre par autre chose qui va être encore pire, et que là aussi, on déplace le problème. Donc c'est très compliqué pour les industriels de faire valoir leurs efforts aujourd'hui. Et même la stratégie de l'hyper-transparence montre ses limites. Mais attends, ça m'étonne pas. La transparence, par définition, c'est une réponse rationnelle. Donc forcément, ça ne peut pas satisfaire pleinement les consommateurs. On l'a vu tout à l'heure, ils sont dans une posture irrationnelle. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont un peu dans cette posture complotiste qui fait que quand on essaie de les rassurer, de leur donner un chiffre, de leur prouver notre bonne foi en tant qu'industriel, ils se disent « Ouh là là, on essaie encore de me mentir, on me donne une information qui est biaisée, qui est mensongère, on ne me dit pas tout, etc. » Et donc ça ne convainc jamais pleinement. Donc la transparence c'est très bien, ça permet probablement de faire un petit peu de rétention, mais c'est pas ça qui résout durablement le problème. Bon, donc voilà, je t'ai dressé un diagnostic de la situation actuelle. Tu déprimes pas trop? Bah, écoute, ça va Mathias, merci. Non, en fait, il n'y a rien de déprimant, je te rassure. Il existe des tas de solutions pour faire face à cette situation, et je te propose justement d'en parler à présent. D'accord. Alors en fait, on a parlé de confiance depuis tout à l'heure, mais j'aimerais déjà te définir ce que c'est la confiance. C'est vrai, tiens, quelle est ta définition de la confiance? Et en fait, il y a plusieurs définitions de cette notion, mais je te propose d'en retenir une seule. La confiance, c'est la croyance dans les intentions bienveillantes de l'autre. Ah, c'est beau ça. Pas mal, hein. Et donc, je te propose de m'appuyer sur les 4 grandes valeurs qui fondent la confiance selon la matrice analytique chez June. Tu la connais. On a d'abord la qualité, l'éthique, la bienveillance et pour finir la dimension affinitaire. Alors, il faut bien se rendre compte que c'est une pyramide. On le voit tous ici. Le fait est qu'il faut avoir validé les niveaux inférieurs, du dessous en fait, pour accéder au niveau supérieur. C'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois. Tu valides un niveau pour accéder au suivant. Et par exemple, si une marque se lance dans un discours RSE hyper poussé, alors qu'à côté, elle a des produits dont la qualité est remise en cause, ben, je te doute bien qu'il y a de grandes chances pour que cette stratégie, elle manque de crédibilité face aux consommateurs et qu'elle s'avère un peu inopérante. Alors là, on parle de qualité. Et bien justement, pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été autant regardée d'aussi près qu'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, les gens se déclarent prêts à payer plus pour manger mieux. Ils privilégient tout simplement la qualité sur la quantité. Ouais, et puis même dans le hors alimentaire, ça se vérifie aussi. Hein. Et aujourd'hui, on a des consommateurs qui, pour eux, la qualité, quand tu leur demandes ce que c'est, c'est avant tout la naturalité. C'est-à-dire des composants naturels et une faible transformation. En gros, ils ont une vraie aspiration à retrouver les aliments les plus bruts possibles, peu ou pas transformés, avec une idée aussi derrière de proximité entre le producteur et le consommateur. Il y a notamment des circuits de distribution courts. D'accord, donc mais dis-moi juste un yaourt par exemple, ça sort pas tout fait du pied de la vache, il faut quand même faire fermenter le lait, le mettre dans des pots, etc. Il faut savoir faire derrière. Et ça, le consommateur, il s'en fiche? Et bien Mathias, oui et non.
En fait, l'intervention humaine dans le processus, elle est que peu valorisée, sauf, je dis bien sauf, si ça s'inscrit dans une histoire de tradition, dans une vision un peu idéalisée de l'ère pré-industrielle. Pour faire simple, l'intervention humaine, elle est valorisée quand elle révèle, elle sublime le meilleur de la nature tout en la respectant. D'accord. Et cette naturalité, elle va être associée à un double bénéfice au final. D'une part, tu as la garantie d'un produit qui est sain, inoffensif, voire bénéfique pour la santé. Et de l'autre côté, tu as un produit performant qui délivre les bénéfices attendus. Alors, on a le vrai goût du naturel, l'efficacité au naturel. Par exemple, tu as Carolin qui vient tout juste de lancer sa gamme aux huiles essentielles. Ouais, ça me fait penser que les consommateurs se rendent pas compte parfois que la naturalité n'est pas forcément la panacée dans la composition d'un produit, que parfois ça coûte beaucoup plus cher sur le plan environnemental de ne recourir qu'à des produits naturels, voire même qu'il y a des produits naturels qui sont sacrément dangereux. Tu parlais des huiles essentielles, c'est utilisé avec beaucoup de précautions, et ça les consommateurs ne veulent aujourd'hui pas entendre cette dangerosité potentielle des produits naturels. Alors, tout ce que tu me dis là sur la qualité, ça pose quand même la question du rôle de la marque. Parce que moi, à l'école, on m'a appris que la marque, c'était une garantie de qualité. Or, ce qu'on a vu, c'est que les marques étaient plus ou moins décrédibilisées. Et là, tu es en train de me dire que la qualité, elle est en train de se redéfinir. Alors, du coup, comment ils se repèrent, les gens? Tu as raison, donc la garantie de qualité, c'est plus l'apanage des marques aujourd'hui. Tu as d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, voire qui se substituent à la marque. Par exemple, la production locale, c'est de plus en plus valorisé par le consommateur. Il y a également la présence des labels comme label rouge, agriculture biologique, etc. J'en passe. Oui, etc. J'en passe parce qu'il y en a tellement de labels que parfois je suis un peu perdu. J'imagine que pour les consommateurs, ça doit être la même. Tu as bien raison, et c'est pour ça qu'on a vu aussi apparaître des applications de type Yuka qui, elles, permettent au consommateur de faire son choix sur la base de la composition réelle du produit, et ce, indépendamment des artefacts marketing. Et si un peu on creuse dans les labels, on se focus sur le bio maintenant. Et bien j'ai envie de te dire que sur les produits alimentaires, du moins, c'est le label qui reste l'une des croissances les plus spectaculaires de ces 10 dernières années, avec 15 à 20% de croissance. C'est énorme, ça va durer longtemps? Ah ouais, on n'a pas fini d'en entendre parler. Parce que justement, en parallèle, on a une conversion massive des producteurs à l'agriculture biologique. Et ça permet justement de répondre à cette demande croissante. On a un bio en fait qui se généralise. D'accord, donc en quelque sorte, on est en train de me dire que le bio, ça devient mainstream, banal, normal. C'est un peu ça, et aussi bien les marques que les consommateurs, eh bien, ils se sentent aujourd'hui obligés de se positionner sur la question du bio. Obligés de se positionner. C'est ça, exactement. Et bien, du côté des marques, par exemple, c'est presque un must-have aujourd'hui sur certaines catégories de bio. Et soit la marque, elle se doit d'avoir une offre bio, soit si elle ne l'a pas, eh bien, elle doit se justifier ou bien rassurer autrement. D'accord. Par exemple, la marque Innocent, les smoothies. Ça, c'est bio, ça, les smoothies. Eh bien non, c'est pas bio. Mais la marque, elle se sent obligée de justifier l'absence de bio. Et quand tu cherches sur le web, eh bien, tu trouves très facilement des explications de la part de la marque qui en profite par la même occasion pour rassurer sur la très faible présence de pesticides dans leurs produits. D'accord, donc les marques sont obligées de se justifier quand elles font pas de bio. Et les consommateurs, ils sont obligés de se justifier aussi quand ils n'achètent pas bio? Eh bien, pareil, en focus group, dites-toi qu'on distingue clairement deux populations. D'un côté, tu as ceux qui disent acheter de plus en plus bio, alors probablement parce qu'ils ont les moyens, ils ont un fort pouvoir d'achat, etc. Et de l'autre, tu as ceux qui déclarent ne pas croire au bio, sans doute parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir, hein, tu t'imagines, mais ils se réfugient derrière des arguments du type bon, la réglementation bio, ça varie d'un pays à l'autre, donc c'est pas fiable, etc. Argument classique. Tu connais. Et d'ailleurs, on sent que c'est un marché, le bio, qui est en train de mûrir. La preuve, on voit des marques de distributeurs qui commencent à sous-segmenter leur offre bio, entre un bio plus accessible et un bio premium. D'accord. C'est notamment le cas avec Monoprix qui vient de sortir son offre bio origine. D'accord, bio-origine. Donc, ce que tu es en train de me dire, en gros, sur la qualité globale, c'est que pour regagner la confiance des consommateurs, il y a quand même un préalable incontournable qui est de, on dit en français, cleaner les produits. Exactement, mais aussi de cleaner, comme tu dis, les process, ce qui nous amène maintenant à la dimension de l'éthique, qui est de plus en plus cruciale pour les consommateurs. L'éthique, bien sûr. Sans doute une réponse à la culpabilité et à la crise de sens généralisée chez les consommateurs. Exactement, et on peut distinguer deux niveaux dans la démarche. Explique-moi ça. D'un côté, alors d'un côté, comme on voit, il y a le besoin de soulager les consciences. En fait, les consommateurs, ils ont besoin de garanties justement sur le fait que leur consommation, eh bien, elle n'est pas source de souffrance, ni à court terme, ni à long terme. Et comme en arrière-plan, on l'a vu, le système actuel, il est perçu comme néfaste, eh bien, si tu veux avoir l'assurance qu'on ne fait pas de mal, ça leur permet de rétablir un premier niveau de confiance avec les consommateurs. Alors les exemples, on en a plein. Si on prend par exemple ici Carlsberg qui a supprimé les liens de plastique des packs de bière qui sont, on le sait tous, très néfastes pour les animaux marins, on a tous vu les vidéos, et Mars de l'autre côté qui s'engage à sourcer un cacao sans déforestation. D'accord, donc je fais, en gros, l'industriel dit je ne fais pas n'importe quoi, je n'ai pas un impact trop négatif dans la production de mes produits.
Donc ça, c'est un premier pas, mais j'ai envie de dire que c'est normal quand même, non? Eh bien, tu as raison. Mm. Ça ne va pas s'arrêter là. Et justement, les consommateurs, ils ont le sentiment que le système actuel est toxique, on l'a vu, mais c'est du fait que la quête généralisée et effrénée du profit. Alors, quand on est une entreprise et une marque, eh bien, avoir pour objet unique la quête de profit, ben, ça suffit plus et c'est même plus acceptable du point de vue du consommateur. Alors, la marque, elle doit démontrer justement par ses engagements qu'au-delà de son rôle économique de création de richesse, eh bien, elle est citoyenne. Tu vois qu'elle prend sa part dans les grands débats de la société. Ça implique de définir une mission de marque ambitieuse à l'échelle sociétale. Et en répondant aux questions du type qu'est-ce qu'on apporte aux gens, à la société, au monde, en quoi ma marque rend le monde meilleur, tout simplement. Et la réponse à cette question, eh bien, elle doit présider à tout ce que la marque et son entreprise mettent en place, que ce soit dans leur business model, voire au-delà. D'accord, donc là, ce dont tu me parles, c'est un peu tout le travail, la thématique autour du brand purpose, de sa raison d'être, identifier sa raison d'être et puis la déployer après dans tous les aspects de la vie de la marque. C'est bien ça. Et en fait, c'est au cœur de la préoccupation de pas mal d'entreprises aujourd'hui. Par exemple, chez Joule, on a récemment accompagné le lancement d'une marque de produits laitiers qui s'appelle les 300 jours, je t'en rappelle, et qui met en évidence le fait que c'est une coopérative derrière la marque. Donc en achetant le produit, eh bien, on fait vivre un réseau de petits producteurs au lieu d'enrichir un gros groupe capitaliste. Autre exemple chez McDo, au-delà de vendre des burgers, eh bien, la chaîne elle se donne pour mission de rassembler les gens autour de bons moments passés autour d'un repas. Et cette mission, il la déploie au-delà. Il propose notamment des logements à proximité des hôpitaux pour rapprocher les parents de leurs enfants hospitalisés, avec la fondation Ronald McDonald. Puis tu as beaucoup d'autres formes de mécénat qui sont mises en place, avec notamment les plateformes de crowdsourcing type Ulule. D'accord. Donc, ce que tu me dis là, c'est que la marque doit démontrer qu'elle respecte la planète, qu'elle respecte les animaux, qu'elle respecte les fournisseurs, qu'elle respecte ses employés et le consommateur dans tout ça. Eh bien, tu as raison. Tu as bien raison, le consommateur doit être au cœur de la mission de la marque. C'est sûr, il est intéressant justement d'intégrer dans la notion de bienveillance de la marque vis-à-vis des consommateurs. En fait, au cœur de son action, il y a la consumer centricity ou l'orientation client, si tu préfères. L'idée, en fait, c'est de faire comprendre aux gens que tout est fait pour eux et non uniquement pour le profit de la marque. C'est une façon, si tu veux, d'apaiser la tension commerciale, de réconcilier un peu les intérêts divergents, entre le vendeur et l'acheteur. Et concrètement ? Eh bien, regarde ici, avec Mondelez, c'est le groupe qui gère des marques comme Milka, Côte d'Or, ils ont le concept de mindful snacking. Et par ce biais-là, ils souhaitent éduquer les consommateurs, tu vois, les conduire à consommer un produit gras sucré, mais de façon raisonnable et raisonnée. C'est marrant parce que là avec cet exemple, on a presque le sentiment que ce Mondelez, il dit bon, allez, on va renoncer à vendre des volumes pour privilégier la santé de nos consommateurs. Exactement. Et on a un autre exemple également, c'est faire en sorte que son offre soit inclusive, qu'elle n'oublie personne. C'est la grande tendance en ce moment, inclusivity, on en entend parler partout. Et là, c'est ce qu'a fait Ikea avec Disable. Ah oui, Disable, c'est sans doute un jeu de mots avec Disable, c'est-à-dire les personnes handicapées en anglais. Exactement, c'est très efficace. Et en fait, Ikea a mis un programme justement en place qui permet de mettre à disposition des personnes handicapées des accessoires qui, tout simplement, facilitent l'utilisation de certains produits Ikea. Et ils vont même, dis-toi, jusqu'à proposer et mettre à disposition les plans de ces accessoires sur leur site pour qu'on puisse les imprimer en 3D. Ah bien, oui, c'est vrai qu'on a tous une imprimante 3D à la maison en fait. C'est vrai. Donc tout ce que tu me dis là, très bien, mais ça reste quand même un peu à sens unique. On a quand même une marque bien campée dans cette position qui s'adresse à son consommateur de manière un petit peu unilatérale. Or, moi, dans ma définition de la confiance, il y a aussi une notion d'échange, de partenariat, de dialogue, d'engagement. Exactement, c'est ce qu'on a appelé la dimension affinitaire. En fait, c'est la logique d'identification sur le plan émotionnel qui fait qu'un consommateur va se sentir concerné, voire proche d'une marque et de son univers. En fait, tu vois, aujourd'hui, on a de plus en plus de marques qui renouvellent la relation qu'elles entretiennent avec les consommateurs. Ça s'appelle l'horizontalisation de la relation. Et en fait, c'est la digitalisation du monde qui a permis, quelque part, une co-création par les consommateurs de la marque. Tu vois ? Et ceux-ci, ils prennent de plus en plus position de la marque. Alors, on a des communautés de consommateurs qui, sur les réseaux sociaux, vont produire du contenu, alors des photos, des vidéos et les partager. Et ça fait vivre la marque indépendamment des marketeurs. D'un autre côté, on a aussi des communautés de fans qui sont carrément invitées par la marque à devenir ambassadeurs et vraiment les tenants de la relation client sur les réseaux sociaux. Ah oui, tu vois, en répondant directement aux clients sur leur site. On est sur les forums, la personne qui répond, c'est un senior member. En fait, c'est pas une personne de la marque, c'est un particulier
particulier, quoi. C'est ça, c'est un conso. Et c'est ce que propose Tokiwoki, puisqu'ils intègrent au site web des marques des plateformes collaboratives. D'accord. Et les marques vont même jusqu'à impliquer le consommateur dans la définition même de l'offre. Alors, on a des plateformes de crowdsourcing, on en a parlé tout à l'heure, et c'est notamment le cas de Decathlon Création, qui justement invite les gens à soumettre leurs idées. Et là, c'est la communauté de consommateurs qui va discuter, échanger et voter pour les meilleures idées, qui seront après, bien sûr, prototypées par les services techniques de la marque. Ah oui, donc là, en fait, tu es en train de me dire que la marque, finalement, devient une communauté de consommateurs à part entière. Exactement. Dans ces circonstances, en effet, comment ne pas lui faire confiance? Tu as raison, mais la dimension affinitaire, c'est aussi la capacité de la marque à emmener le consommateur dans une histoire. Attends, Agathe, la publicité, le marketing, le storytelling, ça fait des années que ça existe, de quoi tu me parles là? Enfin, détrompe-toi. Ces derniers temps, Mathias, certaines marques ont cessé de raconter des histoires, justement. Un peu existe le storytelling, tu vois. Ouais. Ils ont voulu mettre en avant plutôt des argumentaires rationnels pour démontrer justement leur vertu. Ah ouais, tu vois. Et comme la transparence dont on parlait tout à l'heure, ou encore en insistant sur leurs efforts et leurs engagements au service de la qualité ou de l'éthique, et bien le truc c'est que ça peut se retourner contre elles. Tu vois. Parce qu'en fait, le consommateur il est dans une logique de suspicion systématique, on l'a vu tout à l'heure. Donc tu vois, ils peuvent très vite soupçonner les marques de se dire oh, c'est du greenwashing, tout ça. Ouais, et donc dans ce contexte, si on sait communiquer via une histoire, via des émotions, ça permet une meilleure implication du consommateur déjà, et puis ça permet d'échapper à une logique de justification stérile en fait. Exact. Mais bon, tu vois, en même temps, là, je me dis, tout ça, c'est des aménagements certes très très forts, mais ça définit pas vraiment un nouveau système, un nouveau modèle. Or, on a vu que ce que rejettent les gens ici, c'est le système dominant dans son ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui nous amène à la troisième partie de notre webinaire, on va voir de façon un peu plus prospective quels sont ces nouveaux acteurs, ces nouveaux modèles qui nous engagent dans le monde de demain et qui définissent de nouveaux systèmes, des systèmes alternatifs où la relation de confiance est renouvelée avec les consommateurs. Alors, en introduction, on peut voir l'éclatement du modèle dominant comme une opportunité. Effectivement, c'est l'envoi d'un certain modèle qui est en train de passer, mais c'est justement le moment ou jamais de réinventer ce modèle et avec, en tenant compte des nouvelles attentes des consommateurs. On a compris, les consommateurs cherchent à réinsuffler du sens dans leur consommation et ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter de sitôt puisqu'on nous annonce que la génération Z est plus que jamais en quête de sens et plus que jamais dans l'engagement. Donc, avec la digitalisation du monde, il y a plein de nouveaux modèles qui émergent. C'est un peu... Alors, tu as fait quelle section au bac? J'ai fait L. Si tu avais fait ES, tu aurais entendu parler de Schumpeter qui a parlé de la destruction créatrice. La destruction créatrice, c'est ça, c'est une révolution technologique donc qui va amener de l'innovation sur un marché et qui va rendre complètement caduques les anciens modèles, mais en revanche, qui va générer des opportunités de création de valeur phénoménales. Tu peux m'en dire plus? Bien sûr. Alors déjà, pour y aller graduellement, parmi les marques alimentaires qui connaissent une forte croissance ces derniers temps, citons deux nouveaux entrants qui revendiquent clairement de proposer un modèle alternatif. Alors je ne vais pas te commenter dans le détail ces deux marques, mais ce qui est amusant, c'est de voir que donc, la nouvelle agriculture signe la marque des agriculteurs et c'est que le patron signe la marque du consommateur. Donc ce qu'on voit, c'est que dans leur signature, ces marques, elles sont incarnées dans une personne qui prend la parole d'une extrémité ou l'autre de la chaîne, l'agriculteur ou le consommateur. Et donc ça nous suggère évidemment que c'est l'ensemble du process qui est revisité. Donc en fait, au-delà de simples marques, ce sont des vrais programmes que nous proposent ces nouveaux entrants. Ensuite, j'aimerais te parler du projet Loop. Là, on parle d'un système de distribution alternatif. Carrefour s'est associé à ce nouveau modèle de e-commerce qui fonctionne sur la base de packaging consigné réutilisable. Et ça va être lancé à New York et à Paris l'été prochain. Donc ça a été c'est une initiative de 25 multinationales, parmi lesquelles Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé, Unilever, Bic, que des petits. Et donc ils sont mis en collaboration avec une entreprise qui s'appelle TerraCycle. Et en fait, donc, c'est une plateforme de e-commerce qui va proposer une centaine de produits de grande consommation conditionnés dans des emballages réutilisables
et qui seront livrés à domicile. Et puis à chaque nouvelle livraison, on redonnera au livreur nos anciens packaging qui seront nettoyés et réutilisés. C'est pas mal. Autre modèle dont j'aimerais te parler. Est-ce que tu connais les DNVB? Non, c'est bien. Les Digital Native Vertical Brands. Eh bien, les DNVB, en fait, ce sont des startups qu'on voit fleurir en ce moment et qui définissent un nouveau modèle d'entreprise. En fait, ce sont des marques qui reposent sur un modèle de commerce vertical qui supprime tous les intermédiaires en amont et en aval de la chaîne. C'est-à-dire qu'elle maîtrise toute la chaîne de création de valeur. C'est notamment elle, par exemple, qui distribue en direct chez toi, à la maison. Tu fais livrer, tu passes pas par l'intermédiaire d'un distributeur. Et en matière de communication, ces marques développent des univers de marques très forts, très rupturistes. Tout ça se fait de façon digitale parce qu'elles vont quasi exclusivement via le web. Et leur maîtrise de la data leur permet un ciblage hyper fin des consommateurs. Et donc, évidemment, sur le plan affinitaire, c'est très fort, puisqu'elles ont vraiment un discours qui est calé sur leur population cible. Et puis, sachant qu'en amont, elles cochent aussi toutes les cases de la vertu, de la qualité, de l'éthique, de ce qui se français, parce qu'on fait en France. On peut aussi prendre pour exemple June, un autre June que June Marketing, l'agence pour laquelle on travaille. June, ce sont des couches bio qui, selon 60 millions de consommateurs, ont la composition la plus clean du marché. Et c'est d'ailleurs la marque June qui a indirectement amorcé le scandale des substances toxiques dans les couches pour bébés, il y a quelques mois, qui a obligé les acteurs traditionnels du marché à réagir. C'est génial ça, mais en fait, tu me diras, c'est beaucoup plus facile pour elles puisqu'elles ont juste à construire plutôt que de reconstruire. Alors, au contraire des grandes marques traditionnelles qu'on connaît tous, ces DNVB, comme tu les appelles, elles n'ont pas tout un modèle existant, tu vois, repensé, elles n'ont pas dépassé même un a priori peut-être négatif de la part du conso. Ouais. En fait, dans le contexte de rejet généralisé de l'ancien modèle, je me dis, ces grandes marques, c'est le symbole de ce modèle un peu, tu vois, décrié. Et tout ça, ça donne vraiment envie de créer plein de marques, non? Tu trouves pas? C'est vrai que c'est sans doute un peu plus compliqué de redorer l'image ternie d'une grande marque traditionnelle qui est associée à ce système vieillissant. Ça donne envie effectivement de lancer de nouvelles marques et c'est en tout cas propice aux nouveaux entrants et aux petites marques. Avançons d'un pas encore. Est-ce que tu sais qu'on prévoit à moyen terme la fin du modèle de production, de distribution et de consommation de masse? Non, je ne savais pas. Eh bien, si, pourtant. La technologie rend de plus en plus possible la production à l'échelle industrielle d'offres personnalisées, individualisées, ou du moins de toutes petites séries. Et en parallèle, on a la maîtrise de la data qui permet un micro-ciblage, là aussi quasi individualisé. Donc demain, on n'aura plus un produit unique tiré et vendu à des millions d'exemplaires, à des millions de personnes, mais plutôt une multiplicité de modèles uniques ou de toutes petites séries. Sans que ça coûte plus cher pour le consommateur. Donc là, en fait, la question de la confiance systémique elle se posera d'une toute autre manière, j'imagine. C'est sûr. Et d'ailleurs, cette démassification de la production et de la consommation et cet hyper-ciblage, ils vont être rendus possibles notamment par la blockchain, cette grande révolution d'Internet qui est en train de se mettre en place. J'en ai vaguement entendu parler de ça. Ouais, alors je peux faire un topo sur la blockchain parce que c'est très complexe. Moi-même, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais tout de même, ce qui est intéressant de voir, c'est que, je te dis en 2 mots, les grands principes, c'est une nouvelle infrastructure technologique d'Internet, où tout est décentralisé et désintermédié. C'est-à-dire que la data, elle n'est plus contrôlée par tes interlocuteurs classiques de banques en ligne, de fournisseurs de contenu en ligne, etc., qui ont des grands serveurs, qui sont autant d'intermédiaires. En fait, la data, elle est partagée par les millions d'ordinateurs qui sont interconnectés dans le monde entier. Et les flux de data sont gérés par un algorithme qui a été conçu sur les principes d'hypersécurité et d'hypertransparence. Alors attends, je te suis plus du tout, Mathias, c'est quoi le rapport avec la confiance? Eh bien, avec la blockchain, d'une certaine manière, la confiance va redevenir systémique. Justement parce que le système sera géré par un algorithme neutre, conçu selon des principes éthiques et bienveillants, d'hypersécurité et d'hypertransparence, et qui permettra de s'affranchir des doutes qu'on peut avoir de passer par un intermédiaire, une marque gérée par des humains, etc. Là, tout sera automatisé. Et donc, quelque part, la confiance systémique va être reportée par ce système.
Bon, voilà, je t'ai montré là quelques modèles qui sont en train d'émerger. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écoute, Mathias, je trouve ça hyper enthousiasmant en fait. En réaction à cette prise de confiance, c'est un tout nouveau monde qui se met en place. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça donne envie de plonger dans le monde de demain et de repenser un peu le système, de repenser sa mission, même sa marque. Et en fait, je me dis, et là, les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont se dire, mais par où commencer? Bon, et là, tu me vas venir avec mes gros sabots? Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Parce qu'en fait, chez Joule Marketing, au cœur de notre brand corporate, il y a l'accompagnement marketing consumer-centric. S'appuyer sur l'opinion des consommateurs pour co-créer avec eux une stratégie marketing. Et je te propose de te parler en 2 mots de ce qu'on propose à cet égard. Donc, chez Joule Marketing, on propose d'accompagner les entreprises en leur aidant à bâtir leur stratégie marketing en intégrant les consommateurs dans le process. Et concrètement, ça se passe comment? Alors concrètement, on commence par établir un diagnostic du capital confiance de la marque, c'est notre outil TrustCheck. Donc ça fait intervenir des groupes de consommateurs, une analyse sémiologique et une écoute du web social. Toute la donnée qu'on collecte, on va la projeter sur la matrice analytique de la confiance dont on a un peu parlé aujourd'hui. Et donc ça va nous donner une vision claire du capital confiance de la marque. Ensuite, on va proposer un accompagnement dans la réorientation stratégique de la marque pour redéfinir sa mission, son brand purpose et donner des perspectives d'activation. Et là aussi, pendant cette deuxième étape, on s'appuie sur les consommateurs dans une optique de co-création, par exemple via des communautés en ligne. Okay, donc l'idée, c'est de se mettre d'emblée dans la bonne posture vis-à-vis du consommateur. Et là, il va prendre pleinement part à cette redéfinition de la marque. Exactement. Okay. Voilà, notre présentation touche à sa fin. Peut-être qu'on peut voir si on a des questions. Ouais. Alors, sachez que si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra y répondre ultérieurement. Oui, absolument. Tout est enregistré, donc ne vous inquiétez pas. Alors, c'est bien. Oui, on pourra mettre le support à disposition des participants. Réponse à Sophie. Pensez-vous qu'il faille faire de la réassurance dans le domaine du luxe, du premium? Oui, alors c'est peut-être pas de la réassurance, mais en tout cas, c'est cette dimension d'engagement de la marque et de redonner du sens à la consommation du luxe est très importante aujourd'hui. Donc, le luxe, c'est le premier secteur pour lequel on travaille chez Joule Marketing et qu'on connaît bien. Effectivement, là, c'est pas tant dans la réassurance qualité, puisque la qualité est inhérente au luxe, mais en tout cas, la dimension d'engagement sociétal de la marque est aussi regardée de très près dans le secteur du luxe. Avez-vous des exemples de grandes marques alimentaires FMCG qui réussissent à regagner la confiance et comment? Eh bien là, j'ai envie de dire, c'est pas mal les nouveaux entrants qui arrivent à regagner cette confiance. C'est compliqué pour les anciens, pour les grandes marques traditionnelles historiques, de dépoussiérer cette couche d'a priori qu'on a chez les consommateurs. Donc, ce qui fonctionne bien, ou a priori les concepts pertinents, là on voit par exemple Suntory qui vient de lancer sa marque Au Verger, ombrélisée par Oasis. Voilà, ces stratégies, en fait, on va recapitaliser sur de nouveaux noms, de nouveaux discours, de nouvelles marques pour recréer le nom de confiance. Peut-on générer... Alors, bonjour, très intéressant, merci. Les insights sont néanmoins très franco-français, c'est vrai. Peut-on les généraliser à l'échelle globale? Il y a beaucoup d'enseignements qui sont généralisables à l'échelle, en tout cas, du monde occidental. La question ne se pose pas du tout de la même manière dans des pays émergents, dans des pays qui ne sont pas dans le monde occidental, mais qui ne sont pas dans cette ère post-moderne. Je pense notamment à l'Asie, où là, les questions de confiance se posent complètement différemment. Sachant que là-bas, la confiance, c'est aussi quelque chose d'assez énorme, puisque c'est un peu les pays de la copie, de la contrefaçon. Donc là, c'est plutôt ces problématiques-là qui vont être au cœur de la question de la confiance en Asie. Mais dans l'Occident postmoderne, oui, toutes ces questions-là sont assez fortes dans les deux pays.
Alors, pouvez-vous revenir un petit peu sur la blockchain? Alors, oui, en fait, le propos qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'on a aujourd'hui, on a une défiance systémique. Les gens ont une crise de confiance dans l'ensemble du système. Demain, avec la blockchain, c'est un nouveau système qui va se mettre en place, un nouvel Internet et une nouvelle manière de produire et de distribuer les produits. Qui va être donc considérablement facilité par cette nouvelle technologie. Le truc, c'est que cette technologie, elle est éthique par essence, puisqu'elle se base sur des principes d'hypersécurité et d'hypertransparence, et qu'elle obéit aussi à une loi de désintermédiation. Donc on ne passe plus par l'intermédiaire d'une marque, en gros, on ne passe plus par l'intermédiaire d'un humain, enfin, d'un humain qui peut être incarné par une marque, mais on passe par l'intermédiaire d'un algorithme qui est neutre. Donc en fait, ce qu'on voulait juste mettre en avant là, c'est que la confiance va redevenir systémique du fait qu'elle va être un peu automatisée en fait dans la blockchain. Nous ne sommes pas des experts de la blockchain. On pourra en reparler ensemble si vous voulez. Est-ce que l'ancienneté d'une marque est encore une garantie de confiance pour le consommateur? Comment s'opère la transmission entre les générations? Alors, on l'a vu tout à l'heure, Alex nous en parlait, la notion de savoir-faire, l'intervention humaine dans le façonnage d'un produit est valorisée à partir du moment où on se réfère à des traditions pré-industrielles. À l'ère pré-industrielle. Donc, si c'est fait comme on tend, mon fromage il est fait comme on tend, je retourne la meule, etc. Tout ça, oui, ça fonctionne encore. Donc, ça se réfère à des traditions. Donc, oui, l'ancienneté d'une marque peut être un élément clé du capital confiance d'une marque. Mais aujourd'hui, il s'agit de parvenir à l'exprimer d'une manière moderne, qui fasse sens et qui soit convaincante vis-à-vis du mindset un petit peu très suspicieux des consommateurs d'aujourd'hui. Et oui, bien sûr, ça reste une force. Merci pour cette explication très claire. Je vous en prie. Comment s'opère la transmission entre les générations? J'ai du mal à comprendre cette question. Donc on pourra encore en reparler en direct si vous voulez. Et ensuite de celle-là, oui, mais c'était ça. Okay. Et bien voilà, il est 10h43. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous vous souhaitons une excellente journée. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Merci, bonne journée.